Bonjour à tous, bienvenue à la Black Elephant Experience. Félix Marcard ici avec mon ami de longue date. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Très heureux de le retrouver et de le recevoir ici aujourd'hui. C'est Abderrahmane Haj Nasser, qui est un économiste renommé, qui a été gouverneur de la Banque centrale européenne, pas européenne, algérienne. Tant mieux pour toi, c'est sans doute mieux. Dieu m'en a gardé. Exactement. Et de la Banque centrale algérienne qui est aussi, je dis ça pour plaisanter, mais qui est aussi un banquier d'affaires repenti, qui a un regard acéré sur l'actualité mondiale, les rapports transméditerranéens notamment. C'est d'ailleurs dans le cadre d'une initiative méditerranéenne qu'on s'était rencontrés à la base. Et donc, on va parler de plein de choses, comme vous pouvez l'imaginer. On va lancer la machine tout d'abord bon, d'abord, bienvenue mon cher. Merci beaucoup de pouvoir te retrouver après une trentaine d'années presque. Ouais, ça fait un bail, ça fait Incroyable. un bail. Ah oui. Ouais, en effet, le temps passe. Et donc je vais commencer par les deux questions que je pose à tout le monde qui vient ici. La première, c'est de nous parler d'un ami ou d'une, personnalité de la famille qui, te vient à l'esprit quand tu regardes le monde ces jours-ci. Commençons par là. J'ai toujours été frappé par la différence d'âge entre mon grand-père paternel et moi, puisqu'il est né au début du 19e siècle. Il avait plus de 100 ans lorsque mon père est né. Et il était cadi à Constantine, bien que je sois originaire du sud algérien. Et donc, il a assisté à l'arrivée des Français et à une bataille qui était immonde au niveau de Constantine, hein. C'était déjà les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui des génocides, hein. Euh, et donc, il a vu de son vivant ce choc incroyable auquel ne s'attendaient pas les élites de l'époque, de la différence industrielle entre l'équipement classique des armées locales et de ce qui est arrivé de l'étranger, puisque c'était une population qui avait l'habitude de voler de victoire en victoire dans les mers, hein. Et tout d'un coup, ils voient arriver un nombre incroyable. Les pieds noirs, le mot pied noir date de l'époque, puisque le nombre de soldats habillés de façon identique et portant des bottes noires qui damaient le sol, bon, c'était un choc. C'était un choc civilisationnel, un choc technologique, et qui a valu d'ailleurs à ce grand-père d'aller vite vers le sud et de dire à sa population, il faut surtout pas les affronter par les armes, mais les affronter par l'intelligence. Sinon, on s'en sortira pas. Sur le plan du nombre de l'équipement, ils sont devenus très supérieurs à nous. Bon, voilà. Ce qui explique un peu pourquoi la vallée du Sable n'a pas été colonisée et pourquoi elle a eu un statut particulier, parce qu'elle a su négocier en son temps. Et nous nous retrouvons aujourd'hui devant un épisode similaire, puisqu'on voit bien à travers la guerre menée aujourd'hui en C'est Iran, exactement c'est exactement ce à quoi j'ai comment, pensé. comment la symétrie permet de prendre le dessus par rapport au poids de l'équipement brutal. Et dans le fond, ce qui est important, c'est l'intelligence et l'ingénierie. C'est ce qu'on a appris il y a 2 siècles et c'est ce qu'on doit de nouveau apprendre pour ceux qui n'ont pas appris comme les Iraniens aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, je Ouais, ouais. suis... Non, non, mais c'est génial. Je ne savais pas, ça me paraît complètement, extraordinaire d'avoir un grand-père né au début du 19e. Ça Et, remet ça remet les choses, en oui. perspective et puis, hem d'avoir, j'arrive même pas à comprendre que si maintenant j'arrive à comprendre, mais c'est incroyable de devenir père à cet âge-là, c'est quand même incroyable. Dans un autre contexte, parce qu'il y avait un grand savant à l'époque qu'on appelle Qutb al-A'imma, c'est-à-dire le pôle éclairant des imams d'alors, qui était mon arrière-grand-père.
et il a voulu absolument lui donner sa fille préférée, donc ma grand-mère, qui était toute jeune à l'époque, à ce Qadi, qui était son élève préféré, donc qu'il a toujours suivi. Bon, mais là, on est dans le mouvement, il faut comprendre le 18e siècle, le début du 19e siècle. Nous sommes dans le début du réformisme musulman. Rachid Rida, Mohamed Abdou, etc. Et cet arrière-grand-père, d'ailleurs, qui fut enseigné dans la plupart des pays musulmans, sauf en Algérie, mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, bien sûr. Donc, avait décidé que ce grand-père devait être un peu celui qui devait mettre en œuvre la réforme. Et d'ailleurs, l'association des oulémas algériens, les écoles de modernisation de l'époque datent de cette pensée-là. Donc, il lui a donné cette fille, qui était la plus jeune, elle était très très jeune, et mon arrière-grand-père, qui a écrit près de 300 livres, à l'époque, c'est énorme. Il faut comprendre, les ulama de l'époque devaient écrire sur l'astronomie, comme sur l'architecture, comme sur l'urbanisme, ce qui fut le cas, a laissé en legs sa bibliothèque, son énorme bibliothèque, à cette grand-mère-là, et pas à ses fils qui, quand mon épouse a découvert qu'elle écrivait des lettres, elle a dit: «Mais oh, c'est incroyable, c'est la marquise de Sévigné». Elle écrivait des lettres à ses copines, elle a écrit un livre. On a une fausse idée de ce qu'était la culture des musulmans de l'époque et de la place de la femme, hein. Donc la bibliothèque a été héritée par une fille et non pas par les fils. C'est comme ça. C'est Tant mieux pour le elle. savoir pris. Pardon? Tant J'ai dit tant mieux pour elle, tant mieux Oui, pour elle. absolument, et tant mieux Tant pour moi tant d'ailleurs. Oui, exactement. Et alors l'autre chose que je demande à tout le monde qui vient ici, mon cher, c'est, de nous dire une chose sur toi que les gens ne savent pas. Ben, j'ai toujours eu conscience du satanisme, de tous ces mouvements opaques, de sociétés secrètes, de ce qu'on appelle l'état profond. Et j'ai un péché. J'ai toujours aimé le hard rock, hein. Et, et donc, il est considéré comme une musique un peu sataniste, mais j'aime bien la guitare saturée. Bien évidemment, j'aime le classique, le jazz, et l'andalou et le shabi, hein. Mais j'ai bien aimé le hard rock, hein. Donc notamment AC/DC, par exemple? Oui, notamment, enfin, tout ça, quoi, je veux dire. D'accord. J'ai Ah non, mais moi je suis d'ACDC à Nirvana, hein, voilà. ouais, ouais, mais moi je suis alors là-dessus, je suis assez aligné parce que bon, moi j'écoute surtout du rap. Ayant produit du rap, j'écoute beaucoup, beaucoup de rap, mais et je préfère d'ailleurs le rap français au rap américain. Mais je dois dire, bien sûr, j'ai mes préférés aux États-Unis aussi, mais je dois dire qu'à part ça, j'écoute beaucoup de ça m'est venu tard, mais j'écoute beaucoup d'opéra. Mais Ça, c'est entre les génial. 2, entre les 2, il y a plein d'autres choses, bien sûr, notamment je suis un grand fan de Nusrat Fateh Ali Khan, et quelques autres, mais il y a aussi le hard rock comme toi, donc on se retrouve là-dessus. Bon, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Hem, Pardonne-moi. On est dans un moment, assez extraordinaire. Tu as parlé de j'ai trouvé ça ça m'intéresse, donc je vais te demander d'élaborer un petit peu là-dessus. On est dans un moment, je me suis encore fait tancer, sur les réseaux sociaux tout récemment parce qu'en France, on essaye encore de comment dire? Avoir des discussions sémantiques sur l'utilisation du terme de génocide pour parler de Gaza. Donc il y a toute une sphère française qui continue de vouloir avoir cette conversation que juste moi j'ai décidé j'arrête. C'est-à-dire qu'à l'époque où Al-Haq, Amnesty International, Médecins sans frontières, Médecins du monde, B'Tselem et je ne sais combien d'autres organisations, heu, internationales appellent ce qui s'est passé à Gaza et ce qui continue de se passer à Gaza un génocide, je ne vais plus faire la grâce à mes interlocuteurs d'avoir des conversations sur ce sujet. Il faut qu'ils comprennent ça, c'est fini.
Donc, et toi, tu as décrit l'arrivée des Français, des Pieds Noirs, comme le début de rapports génocidaires, ce qui, en France, est encore complètement inaudible, en tout cas pas sur les réseaux sociaux, pas dans les médias indépendants, mais dans la, comment dire? La conversation publique dans les grands médias, c'est inaudible. Donc, notamment l'existence de cette chaîne, le propos de cette chaîne, c'est d'inviter des gens qui vont pouvoir dire aux Français que leurs élites les gaslight. Leurs élites leur racontent n'importe quoi sur la conversation mondiale et ce que les gens en dehors de France disent des choses. Et donc, je voudrais avoir ton regard sur non seulement Gaza, mais le Sud Liban et même cette intervention barbare, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, contre l'Iran. Écoute, je vais être un peu iconoclaste, hein. Les gens aiment les mythes fondateurs, et écrivent des romans nationaux qu'ils modifient au gré des temps, mais ça, on nous l'a bien expliqué avec 1984, hein. La Révolution française est née d'une volonté des loges maçonniques anglaises. Et donc, il y a un projet qui dépasse de loin l'épisode français, comme le projet bolchevique est un projet qui dépasse de loin la Russie. C'est un projet, ce sont des projets destructeurs des anciennes structures religieuses dans ces deux pays, donc l'Église catholique d'une part et l'Église orthodoxe d'autre part. Et donc, la Révolution française est une révolution qui ne pouvait s'opérer que dans la violence pour détruire l'aristocratie et l'Église, au bénéfice évidemment des bourgeois. Tout ça opéré par des classes laborieuses et qui, comme d'habitude, ne sont là que pour mourir pour les besoins de la cause, hein. Et or, il faut bien se rendre compte, parce qu'en tant que banquier, ce qui m'a beaucoup intéressé, ça a été le poids structurel fondamental de la City de Londres, dont le poids juridique est au-dessus de la royauté et de toute l'organisation de la Grande-Bretagne. Ils ont même un droit de veto, jusqu'à aujourd'hui, de ce que peuvent décider la Chambre des Lords ou la Chambre des communes. Or, en s'y intéressant, j'ai bien vu qu'il y avait là des sociétés secrètes qui dirigeaient de façon assez fondamentale sur la base d'une lecture talmudique du monde, hein, grosso modo. Pour maîtriser le monde, il faut monopoliser l'argent, ça on le sait depuis 3000 ans. Il faut monopoliser le divertissement, et il faut monopoliser l'information et les technologies de pointe. Donc, quand on maîtrise ces 4 éléments, on arrive à contrôler le monde. Et c'est ce qui s'est fait. D'abord, en Grande-Bretagne, c'est comme ça que s'est construit le monde anglo-saxon, l'habeas corpus, etc. Et c'est comme ça que cela s'est essaimé à travers le monde. Et ce qu'on assiste, ou ce à quoi on assiste aujourd'hui au Moyen-Orient, ce n'est que le point final de ce mouvement qui n'est pas compréhensible selon la rationalité qu'on nous a imposée à travers l'école. Si on n'a pas une lecture eschatologique et une lecture millénariste de ce qui se fait, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, comment se fait-il que des Ashkénazes, qui, dans l'écriture du mouvement sioniste, avaient l'air tellement rationnels, aboutissent à une pratique de la violence qui dépasse l'entendement, puisque la torture systématisée, les viols systématisés ne correspondent pas à une rationalité de domination. Ils correspondent à une logique qui n'est pas celle de l'école préconisée par l'UNESCO, qui est une école de l'abêtissement et non pas une école de l'intelligibilité du monde. Si je ne suis pas clair, il faut me le dire. Et donc, oui, évidemment, en tant qu'être humain,
on est horrifié par ce qui se passe. Mais si on a une lecture eschatologique, c'est-à-dire la nécessité de hâter la fin du monde, l'arrivée de Gog et Magog, puisqu'ils ne viennent pas tout seuls, eh ben on va le faire tout seul. On va nous accélérer, c'est-à-dire on va se transformer en Gog et Magog pour qu'enfin le Messie arrive. Mais alors il y a une convergence d'intérêts dans le Messie, dans l'arrivée du Messie, c'est-à-dire l'arrivée du Mashiach, c'est l'arrivée du Messie des évangélistes, c'est l'arrivée du Mahdi du Haut-Décimain pour les chiites, c'est l'arrivée de Jésus pour les sunnites. Et donc, on a une convergence, c'est-à-dire que dans le fond, on a presque tous intérêt à ce que ça se passe, quoi. Il faut qu'on se règle les comptes parce que chacun attend son sauveur. Et donc, c'est pas aussi simple, hein. C'est-à-dire que où est le bien là-dedans? Il est clair que Israël et tous les turéféraires d'Israël, c'est-à-dire les classes dirigeantes occidentales, sont dans un mouvement, pas parce qu'ils y croient, c'est parce qu'ils sont l'objet d'un chantage dont les mécanismes ont été mis en place depuis des dizaines, si ce n'est des centaines d'années. Le divertissement, l'argent Mmh. et les horreurs des églises parallèles, on va les appeler comme ça, hein. Donc, voilà. Donc, on ne va pas y aboutir par la oui, on va y aboutir parce que les peuples ont quelque chose en eux-mêmes que les puissants n'arrivent pas à maîtriser, sauf par la violence. C'est-à-dire, par la violence de l'attaque et par la violence de la contre-attaque, il est aussi question de soumettre les populations. Mais par la défense asymétrique des populations, il est question aussi de se libérer du joug à travers le monde, hein, que ce joug soit occidental, mais aussi qu'il soit russe ou peut-être chinois, hein, à travers le contrôle, je dirais, par ce qu'ont essayé de maîtriser les Occidentaux avec les GAFAM, hein, que les Chinois poussent à bout, hein, aujourd'hui, avec le contrôle social par la caméra. Donc, c'est une lutte essentielle entre ce qui fait l'essence des populations et ce qui fait l'essence des pouvoirs qui se déclinent en autoritarisme différent. Mais dans le fond, Mmh. dans l'objet est toujours le même. Tu as parlé de l'école, ça me fait penser à il faut qu'on passe quelques instants là-dessus parce qu'en effet, je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai eu une des lectures que j'ai faite un petit peu avant la pandémie et dont j'ai eu comment dire? C'était une lecture vraiment, qui m'a permis de comprendre beaucoup plus rapidement que d'autres, ce que m'inspirait la pandémie. C'est la lecture d'un type qui a commencé, prêtre, et puis avant de se disputer avec l'Église catholique et de faire sa vie, qui était un type qui s'appelle Ivan Illich, qui a écrit un livre qui a vr sur l'école, notamment sur l'école, mais aussi sur la pharma, sur la big pharma, longtemps avant que ça devienne un sujet, et le livre en question en français, il s'appelle, en anglais, ça s'appelle Deschooling Society et c'est un livre qui montre que l'école n'a pas du tout été créée pour ce qu'on en raconte aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a été créé d'abord, l'école moderne, c'est que ça vient de la Prusse, donc c'est un truc très militaire et puis surtout ça a été développé pour en fait permettre à des patrons d'usines de recruter des gens qui ne savaient pas lire et savaient pas écrire pour pouvoir faire tourner leurs machines. Donc c'est un projet qui à la base est un instrument de domination. Pas du tout un instrument d'émancipation. Donc peut-être que tu peux, développer un petit peu sur ce que tu disais de l'UNESCO? Bah, quand on étudie l'Empire romain et la monnaie dans l'Empire romain d'ailleurs, on se rend compte que tout à fait au début, l'Empire romain s'est propagé comment? Les empereurs ou la commune de Rome recrutaient des soldats qui devaient être beaux, éduqués, sachant lire des ordres et bien payés en or, en argent
ou en bronze, selon les catégories d'officiers et de sous-officiers. Donc, il fallait qu'ils puissent montrer là où ils allaient, qu'ils étaient beaux, imposants, mais surtout qu'ils avaient une connaissance par l'école, hein, par l'école, et puis qu'ils diffusaient autour d'eux non seulement du savoir, mais aussi de l'argent de bonne qualité. Et la chute de l'Empire romain, d'ailleurs, s'est manifestée par la destruction de toutes ces qualités-là. Ils étaient de moins en moins beaux, de plus en plus corrompus, et l'argent était modifié, c'est-à-dire qu'on grattait les pièces d'or, qu'on grattait les pièces d'argent, etc. Donc par la détérioration de ces qualités, dont celle de l'enseignement et dont celle du savoir. Et l'UNESCO est un instrument qui a été mis en place pour détruire la capacité de diffuser les humanités, c'est-à-dire la capacité d'apprendre pas par soi-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'école, hein, mais les systèmes d'enseignement de l'époque, vraiment la base de l'enseignement, c'était quand même la philosophie, la philologie, c'est-à-dire la capacité à déconstruire un texte pour aller beaucoup plus loin, et bien sûr les mathématiques. Je ne parle pas d'arithmétique, hein. Les mathématiques sont par essence philosophiques. En mathématiques, 2 plus 2 n'est pas égal à 4. C'est une hypothèse parmi d'autres. En arithmétique, 2 plus 2 ne peut être qu'égal à 4. Donc l'UNESCO, dans tous les pays où elle est intervenue, d'ailleurs en Algérie, tout à fait à la fin, à la fin des années 60, au début des années 70, les premières décisions de l'UNESCO, c'est grosso modo l'interdiction de l'histoire et de la philosophie, hein. C'est impressionnant, au lycée. C'est-à-dire qu'on fabrique des lycéens sachant obéir. Et le principe de l'école, c'est ça. C'est dans le fond, il y a 1, 2 à 3% de génie dans chaque classe d'âge. Ceux-là, de toute façon, échappent à la contrainte de l'école. Ils ont des capacités propres. Donc, on va transformer les 98% autres, on va les transformer en ouvriers sachant obéir à des ordres. Donc, Mmh. les ingénieurs type école polytechnique en France, tu l'auras peut-être remarqué, hein, Polytech ou École nationale d'administration, sont d'excellents numéro 2, mais ne font jamais de bons numéro 1. Et d'ailleurs, dès qu'on les met à des postes de numéro 1, c'est la catastrophe. Et c'est valable dans tous les pays du monde. On leur a donné le pouvoir, ils ne sont pas capables d'être imaginatifs parce qu'ils savent obéir à des ordres. Or, ceux qui doivent donner des ordres, c'est-à-dire l'élite de l'élite dans le monde aujourd'hui, des fameux 0,1%, ceux-là ne se retrouvent pas dans les organes directeurs des pays. C'est la raison pour laquelle on ne retrouve plus de souveraineté dans les pays. Cela se retrouve bien au-delà et tout à fait à l'abri je dirais, au-delà même de sociétés secrètes, hein, se retrouvent à diriger le monde avec des instruments comme les GAFAM, hein. Les GAFAM ne sont pas dirigés par cette élite-là. Cela ne se montre pas. Personne ne sait qui c'est. On fantasme sur les Rothschild, on fantasme sur n'importe quoi, mais ceux-là sont ailleurs. C'est le 0,1% qui se définissent eux-mêmes comme étant la super élite. Mmh. Évidemment. Mais il y a quand même pardon, vas-y, Oui, je oui. t'en prie. Non, non, je t'en prie. Non, non, non. Non, moi, ça fait, quelques mois, enfin, ça fait très longtemps que comment dire? La médiocrité des élites occidentales me saute aux yeux et me tape sur le système, heu et notamment les élites politiques. Et récemment, quand, les Israéliens ont assassiné Ali Larijani, je me suis demandé, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un type de cette trempe-là en charge, de quoi que ce soit, en fait, en Occident? Un homme qui a commis à son actif, qui avait 3 livres différents sur Immanuel Kant. Oui, oui, C'est incroyable. et quand on voit quand on voit les nains de jardin qui constituent l'essentiel de la classe politique occidentale, on se demande, mais enfin, non seulement on n'est pas à la hauteur, mais en plus on donne des leçons. C'est quand même phénoménal.
Non, mais c'est une nécessité de tuer des Ali Larijani, c'est une nécessité. C'est inacceptable d'avoir des élites de cette qualité chez des êtres considérés comme inférieurs. Et d'ailleurs, c'était intéressant à travers les télévisions occidentales et cette fois-ci même anglo-saxonnes de voir l'explication par rapport au fait que l'Iran a une capacité de résistance et de résilience. Et l'explication, c'était, oui, mais tout compte fait, c'est des Ariens. Ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Bédouins. Je veux dire, on en vient au racisme et non pas à la qualité de l'individu ou à la qualité de l'éducation. Bien sûr qu'elle s'explique par une culture, par une civilisation, c'est vrai, mais il y a aussi l'école, quoi. Il y a aussi l'école. Je veux dire, c'est un pays qui n'a pas été colonisé, l'Iran, qui a été dominé mais non colonisé. Or, si on compare, par exemple, l'Algérie qui a été colonisée et qu'on a voulu génocider, mais c'est difficile de génocider un peuple qui a les mêmes bases culturelles que le dominant. C'est-à-dire que fondamentalement, nous, je veux dire, on comprend ce que c'est qu'un Européen, parce qu'il y a quelques différences dans les croyances ou dans certaines pratiques, mais c'est la même base culturelle méditerranéenne. Donc on C'est comprend la le même base génocide, on sait. culturelle. C'est la C'est même la base base. culturelle abrahamique. Oui, on se défend, on ne peut pas être génocidé. On peut avoir des millions de morts, mais pas être génocidé. Mais le génocide qui a été pratiqué de façon systématique, ça a été le génocide culturel, c'est-à-dire la destruction systématique de bâtiments, de palais, de bibliothèques, d'universités, d'écoles. Enfin, quand les Français sont arrivés, il n'y avait pas d'analphabètes. Enfin, ça c'est les écrits des militaires français. Quand ils sont partis, il n'y avait que 5% d'alphabétisés. Enfin, c'est clair, hein. Et les derniers soubresauts du colonialisme, ça a été, par exemple, de brûler la bibliothèque de l'université d'Alger qui avait 500 000 manuscrits. Arabes, bien évidemment, hein, pas occidentaux. C'est-à-dire la politique de la terre brûlée. Et ce qu'on voit systématiquement dans la pratique israélienne, qui quand même détruit, par exemple, des lieux de culte chrétiens, catholiques essentiels, où a été enterré, où a enseigné Saint Jean Baptiste, quand même, c'est pas rien. Euh, je veux dire, l'interdiction de rentrer dans l'église de la Nativité, la tentative de destruction, et puis la volonté de détruire Masjid al-Aqsa. Je veux dire, c'est toujours la même pratique. Le génocide, ce n'est pas uniquement le sang qui, c'est la mémoire qu'on doit effacer. Il faut se rappeler Bien sûr. comment on appelle ça, quand les Américains sont arrivés en Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, aidés en cela par leurs propres créatures, c'est-à-dire Al-Qaïda, ISIS et tout ce qu'on veut. Eux-mêmes ont dit que c'était leur propre créature, ça a été de détruire tout ce qui était culturel, anti-islamique, islamique, bien sûr, ça va de Nabucodonosor jusqu'à Harun al-Rachid. C'était très important. Et on a transformé tous ces objets en vulgaires marchandises qu'accrochent chez eux les milliardaires pour montrer leur victoire et leur domination de l'autre Mmh. monde. Mais c'est devenu des artefacts, non pas culturels, mais des artifices de décor. Voilà. Donc on transforme l'autre en décor, c'est-à-dire qu'on met l'animal dans un musée, dans un zoo, pardon. Mmh. Et aujourd'hui, on refuse d'ailleurs la restitution des biens culturels. En France, on vient de voter une loi de restitution de biens folkloriques, mais on refuse la restitution de véritables biens culturels. Ils sont exclus de la loi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce qui a été pris à l'Algérie n'est pas inclus dans cette loi, parce qu'on Non, refuse mais bien la sûr. restitution de la mémoire. Mais Donc, c'est en fait, moi, ce qui me frappe, c'est la pauvreté dégoulinante, la pauvreté abjecte, vraiment choquante de la conversation française à l'aune de ce que nous savons sur ces questions. C'est-à-dire qu'on a, on a, on refuse de
on refuse le refus même de certaines conversations, en fait, est d'un racisme tellement incroyable qu'on n'arrive moi, je n'arrive pas à m'expliquer le si est-ce que c'est de la stupidité crasse? D'abord, Alors, la dis-moi pourquoi? dissonance cognitive est une nécessité pour tout dirigeant d'entreprise, d'épicerie et encore plus d'un pays. Parce qu'on ne peut pas être affecté par l'affect. On ne peut pas diriger si on se laisse aller à l'affect. Donc la dissonance cognitive est une nécessité. Heu et elle est pratiquée aujourd'hui à une large échelle. Parce que j'ai eu, la chance, vraiment la chance de présider un think tank à Paris, dont le comité de parrainage politique était composé de gens illustres, hein. Il y avait Je disais que j'ai eu la chance de présider, un think tank où il y avait des gens illustres, comme, Rob Malley pour les États-Unis, Joschka Fischer pour l'Allemagne, Javier Solana pour l'Espagne, Védrine et Juppé pour la France. Enfin bref, c'était le top, quoi. C'était le top. Et c'est des gens avec qui, quand j'avais une conversation personnelle, ils étaient d'une franchise, totale, hein, comme on peut l'avoir, avec des gens de ce niveau-là. Mais jamais lorsqu'il y avait une troisième personne, jamais. Toujours en tête à tête. Alors, évidemment, lorsqu'il s'agissait de réunions du tic-tac, comme le nom l'indique, c'est un endroit où, en principe, on réfléchit très librement, puisqu'il s'agissait d'imaginer le monde à venir, hein. C'était la censure, perpétuelle et personnelle, permanente et absolue. On ne pouvait Heu, rien tirer de ce tic-tac. mais en fait, ce que tu décris, c'est enfin, comment dire? Il y a jamais eu un objet plus censuré et plus bullshit qu'un think tank. C'est Tout à fait. les tu J'ai vois, cité les cet exemple parce qu'on était censés réfléchir ensemble pour parler la même langue entre des gens du nord et du sud de la Méditerranée. Même s'il y avait un Américain et même s'il y avait un Allemand et un Anglais, hein, bien sûr. Mais mmh enfin, l'Américain, c'est le maître du monde et puis Rob Malley, c'est pas n'importe qui. C'était quelqu'un d'impliqué dans la solution, entre guillemets, «palestinienne» et dont les parents étaient très, très engagés, dans les luttes de libération, hein, Mmh. le père ayant créé Africasie, en France et ayant participé à la révolution algérienne. Bon et j'ai d'ailleurs arrêté, d'aller à Paris, sauf par nécessité, parce que je ne supportais plus que dans mon oreille, on me susurre des choses sur les Israéliens, y compris des propos antisémites, mais que dès qu'on était au restaurant ou dès qu'il pouvait y avoir des oreilles, tierces, on avait un discours totalement philosémite. Mais pour moi, philosémite et antisémite veut dire la même chose, hein. Je veux dire, il faut juste être normal. Heu, Mmh. Quand il y a un sioniste, ben, un sioniste, c'est un sale con. Tandis qu'un juif, bah, c'est un homme, qui a une croyance, qui est équivalente aux autres croyances, point à la ligne. Et j'ai Bien sûr. toujours été surpris par ces propos en Europe, hein. C'est-à-dire, par cette nécessité de me dire: «Oh, tu sais, on en a marre, hein, de cette situation, ils ont pris tous les pouvoirs, on peut plus faire un film sans eux, on peut plus aller à la télévision sans avoir leur blessing». Oui, mais enfin, pas toi pour ça. Pourquoi tu viens me le dire à mon oreille? Moi, je peux rien faire pour toi. Je veux dire, c'est trop facile. Et on en est là. Donc, et on est passé de la dissonance cognitive d'un dirigeant qui est obligé de ne pas être affecté par le mal qu'il fait à ses ouvriers, à la dissonance cognitive d'un aspirant dirigeant, d'un aspirant élite qui a peur d'être éliminé par ceux qu'on ose désigner du doigt, c'est-à-dire par ces 0,1% qui contrôlent le monde et dont on suppose, hein, et ça aussi c'est du racisme, dont on suppose qu'ils sont tous juifs avec le nez crochu et le fourchu. Voilà. Et donc c'est terrible cet état du monde où en réalité il y a un racisme latent qui ne s'est pas encore exprimé. Mmh. C'est une situation dangereuse. On va essayer de détourner,
l'antisémitisme mis en scène et puis libéré de toute contrainte pendant la Deuxième Guerre mondiale par des guerres civiles partout où il y a des émigrés. Mais ce n'est qu'un détournement, ce n'est pas la réalité du ressentiment des populations, parce que dans le fond, les guerres civiles évitent la réflexion décoloniale. Mmh. C'est très juste. Il ne faut jamais oublier qu'Israël ne reste qu'un projet colonial, hein, Bien qu'un sûr. projet de domination et qu'un projet de contrôle, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'eschatologie. Ça oublie à une autre logique, l'eschatologie. Mais la Bien sûr. logique coloniale israélienne, elle est évidente, hein. Je veux dire, ce qui se passe au Liban, ce qui risque de se passer en Turquie, ce qui risque de se continuer en Irak et en Syrie, mais même aussi en Égypte, ne sont que des déstructurations coloniales, puisque on n'a pas accepté la décolonisation, puisque il faut pas oublier qu'il y a un siècle, hein, en 1917, si je ne m'abuse, à Londres, il y a eu une réunion des puissances coloniales d'alors. Donc, il y avait le Portugal, l'Espagne, mais qui étaient encore des puissances coloniales, où la vraie décision qui en est sortie, c'était il ne faut pas laisser les pays musulmans et particulièrement les pays arabes être et advenir, parce que le grand danger venait de ces pays-là, qui avaient des structures de pensée qui pouvaient nous faire la guerre et remettre en cause notre domination. Bon, j'avais oublié la Chine, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Oui, c'est vrai, mais il faut rester dans la longue durée. Mmh. Plus il y a d'acteurs et plus le jeu est ouvert. Si nous devons accepter la disparition de l'emprise et de l'arrogance occidentale au profit de l'arrogance mercantile chinoise, bon, on change de diable, quoi. Non, non, tu prêches à un converti. Tu prêches à un Non, non, converti, je ne réponds pas à toi, si tu veux. ouais, ouais, non, j'entends bien. J'entends bien, j'entends bien, mais je trouve que enfin, comment dire? Jusqu'à preuve du contraire, il me semble que les Chinois sont beaucoup plus des team players, qui se satisfont du fait de faire partie d'un groupe, au sein des BRICS que, ça n'est le cas des Américains. Parce que faut pas oublier que dans les BRICS, on s'est précipité pour accepter Donc, ce qu'on disais va faire, que c'est donc, ouais, vas-y, on s'est vas-y, vas-y. précipité dans les BRICS à accueillir des acteurs de la destruction interne. C'est-à-dire, prendre dans les BRICS les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ça détruit la notion de BRICS. C'est-à-dire que tout compte fait, on est dans l'opportunisme chinois et russe, hein. Heu, on va essayer d'attirer vers nous, les pétroliers, je dis c'est extraordinaire quand même, Dubaï est une création anglaise, qui a visé d'abord à détruire, les zones franches européennes, enfin pour le contrôle absolu des circuits de l'argent à travers, la City de Londres et les Israéliens et on les met à l'intérieur des BRICS. Tu vois? Moi j'y ai moins cru à partir de ce moment-là. Je Non, je comprends. Je Tu vois? De toute façon, à la base, c'était un acronyme, comment C'était dire? intéressant, hein. Il y avait les pigs et les BRICS, enfin bon. Oui, mais c'était et les civets après. Mais, Ah oui, c'est ça. comment dire? Ça vient quand même d'un économiste de Goldman, je crois, à la base, les BRICS. Ah oui, tout à Je fait. je Voilà, donc, bon, on pouvait avoir des réserves d'entrée de jeu. Oui, absolument. Non, mais Heu, je veux dire, c'était pas réfléchi. L'idée chinoise, bah, en fait, comment dire? Les BRICS, si ça avait eu lieu quelques années auparavant, ça aurait été les non alignés et là, ça fait oui, sens. voilà, 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 voilà. voilà. Je pense que Mmh. c'est la précipitation russe. Mmh. Parce que le Shanghai, enfin le comité de Shanghai tel que pensé par les Chinois est plus intelligent. Et les Chinois ont le temps devant eux. Les Russes et Poutine
De la même façon qu'il s'est précipité pour dire: «Je peux être plus occidental que vous, s'il vous plaît, accueillez-moi, je suis prêt à rentrer dans l'OTAN, accueillez-moi dans l'Union européenne, je suis blanc comme vous» et cetera. Il n'a pas compris la détestation des Slaves et des orthodoxes, enfin, il refuse jusqu'à présent de l'admettre. Bien sûr, il a essayé, de rehausser, le l'Église orthodoxe parce qu'il a quand même compris après le refus et la gifle de Munich, et son discours à Munich, qui n'avait pas d'autre choix que de s'opposer. Mais néanmoins, il cherche toujours à plaire. Mmh. Ce n'est pas le cas des Chinois. Les Chinois ne cherchent pas à plaire. Ils savent que dans le temps, ils vont gagner. Bien sûr. Et eux, ce sont des commerçants. Ils veulent pas gagner en faisant couler le sang. Ils veulent gagner en écrasant par leur supériorité commerciale et technologique, point à la ligne. Et donc, ils créent des banques, ils créent des alliances, qui ne disent pas leur nom, ils avancent en Mmh. testant l'ennemi. Bah, Et c'est pour ça que je te disais, que moi je trouve ça préférable. Jusqu'à preuve du contraire, oui, non, je préfère cette hégémonie-là. Je préfère cette et forme d'hégémonie-là. je suis d'accord avec toi, je préfère acheter un Huawei qu'un Apple ou qu'un Samsung, ça c'est clair. J'ai moins peur, du backdoor chinois que personne n'a découvert encore, que du backdoor, israélien, ça c'est clair. Parce C'est que je clair. sais que dans leur domination, ils ne visent pas à me bombarder. Donc je me dis, j'ai le temps de savoir comment me défendre. Je suis d'accord. Mais, il y a suffisamment encore, de potentiel d'intelligence en Occident pour utiliser leur aptitude par rapport à l'enfermement russe, qui est toujours un enfermement dans leur, précaré, hein. Mmh. Et les Russes, ils maîtrisent quoi? Ils veulent maîtriser l'énergie dans le monde, ils veulent avoir le monopole du nucléaire et qu'ils ont d'une certaine façon, hein. Le monopole de certains types d'armements qu'ils ont Qu'est-ce que provisoire. tu veux dire par ils ont le monopole du nucléaire? Qu'est-ce que tu entends par Ah, ils là? sont très en avance, en matière, de dissémination de l'énergie nucléaire dans le monde, hein. Je ne parle pas de la bombe atomique, bien évidemment. Je parle des énergies futures. Je ne parle pas de l'énergie libre qui est encore interdite, hein. Mais ils sont en avance et parce qu'ils ne cherchent pas le Sur les réacteurs donc? sur les réacteurs, les mini-réacteurs, la production d'électricité. De toute façon, on ne va pas se passer d'électricité et il n'y a pas d'énergie alternative encore, je veux dire le solaire et cetera. Donc on ne sait pas comment stocker, il faut de l'énergie, produite par la Terre, qu'on appelle l'énergie fossile ou l'énergie nucléaire, maîtrisée par les Russes, qu'ils maîtrisent pour le Alors moment, oui. non, non, je t'en prie. Écoute, je trouve ça Donc très intéressant parce que je ne savais pas que leurs avancées je savais pas que leurs avancées à cet égard non, c'est étaient, pour ça qu'ils répondent à tout le monde. D'ailleurs, c'est eux qui fournissent les centrales nucléaires américaines, hein. Je veux dire, il faut pas oublier que l'amont de l'énergie nucléaire dans le monde, aujourd'hui, est un quasi-monopole russe. ça c'est bon, tu vois, ça c'est encore un truc dont personne ne parle. Bah, évidemment. Heu, À ce bon, jour, malgré la guerre de l'Ukraine, c'est eux qui fournissent les Américains en barres, les c'est fameuses barres j'adore. d'uranium C'est qu'on met dans les c'est centrales. fabuleux, c'est fabuleux. Merci, merci Et les Russes font Abdelrahman. peur, hein, ils mettent des barres et puis ils transforment les déchets nucléaires, hein. Bon, je sens que je t'en Ouais. prie, je t'en prie. Non, non, Vas-y. les Français savaient faire ça, mais ils ne savent plus parce qu'ils n'ont pris que des décisions négatives. Ouais. Écoute, je sens on va remettre le couvert, on va trouver un rythme pour que tu reviennes régulièrement parce que tu es un vrai polymathe. Tu décrivais tout à l'heure, les polymathes d'il y a 200 ans, mais tu es encore un représentant de cette science, éclectique au possible. Ce que je savais déjà, mais j'en vois des nouvelles manifestations au cours de cette conversation. Je vais te demander 2 choses, qui grattent un peu, l'une qui gratte peut-être, en Algérie et une qui gratte en France. Pourquoi est-ce que les Algériens ont, à ton sens,
pourquoi est-ce qu'ils ont voté en faveur de cette résolution complètement grotesque sur le plan de paix, pour Gaza? Ah, c'est une excellente question. La force de l'Algérie, pour le moment, bien sûr, c'est son histoire de la guerre de libération, d'une colonisation particulière, d'une libération, somme toute, réussie sur le plan de la méthodologie de combat. Et puis, c'est une armée, hein. Je ne suis pas militariste, je suis plutôt anti-militariste, mais néanmoins, c'est une armée puissante, très disciplinée. Très disciplinée. La force d'une armée, c'est sa discipline, hein. Donc, qui est très bien entraînée et donc qui est un peu indéboulonnable. Elle contrôle son territoire. Et dans le fond, contrôler le territoire algérien, c'est contrôler une bonne partie de l'Afrique, hein, occidentale, mais aussi contrôler une bonne partie de l'Europe occidentale. Et, et les amiraux français ont reconnu que la marine algérienne pouvait fermer le détroit de Gibraltar si elle le voulait. Elle est équipée, d'une certaine façon, elle peut faire face aujourd'hui, la marine, à l'Espagne, mais aussi à la France, hein, sauf pour les sous-marins nucléaires. Mais enfin bon, je veux dire nucléaire, c'est fait pour ne pas être utilisé, d'une certaine façon. Donc elle peut faire face. Donc plutôt que de faire la guerre à cette armée, on préfère lui donner un positionnement de gendarme régional. Alors ce positionnement arrange les Américains parce qu'ils ont moins de problèmes à régler dans la région. Il arrange les Russes parce que c'est une vitrine pour leur armement. Il arrange les Chinois parce qu'ils ont besoin de paix. Les Chinois sont des commerçants. C'est un impérialisme mercantile. Donc, il y a pas de commerce sans gendarmerie. Donc, je crois que le positionnement de l'Algérie actuellement, y compris cette résolution que j'aurais votée, que j'aurais pas votée moi personnellement, vient de cet aspect. C'est que dans le fond, ce n'est pas par là qu'on va trouver une solution. Et parce que la position de l'Algérie est aussi sujette à caution dans la guerre Iran, pardon, dans la guerre USA-Iran, où la position de l'Algérie n'est pas aussi tranchée que d'habitude. Alors que c'est D'accord. illégal. Elle n'est pas aussi tranchée. Parce que, D'accord, parce que je voudrais rappeler pour ceux qui regardent, que d'ordinaire, comment dire? Il y a peu de pays qui sont aussi, rigoureux dans leur soutien, notamment de la cause palestinienne. oui, oui, la cause populaire, enfin le soutien populaire à la cause palestinienne, il est absolu et aucun pouvoir algérien ne peut transiger là-dessus. Idem, le soutien à l'Iran. Donc le positionnement visuel est un positionnement d'attente d'une solution à laquelle pourrait participer l'Algérie. D'accord. L'Algérie ne se propose pas dans la médiation actuelle parce que les conditions, notamment américaines, ne sont pas et ne peuvent pas être réunies. Mmh. Moi, je Il en va de même pour la Palestine. moi, je pensais que c'était plutôt, les Russes qui avaient demandé aux Algériens de Non, pas du non, tout. Pas du tout. d'accord. Les Algériens, c'est quelque chose qu'aucun pouvoir algérien ne peut outrepasser par rapport à la population et personne ne peut le poser. Et d'ailleurs, Lavrov l'a dit, il a dit on ne peut rien imposer aux Algériens. Le- J'adore. C'est Et c'est c'est le problème des Français, parce que les Français avaient suffisamment disons, d'intermédiaires possibles. Ils étaient d'ailleurs trop nombreux et les Français ont perdu le savoir-faire en Algérie. Mais ils pensaient pouvoir contrôler un certain nombre de décisions. Et ils n'ont pas compris. Il y a une véritable opinion publique et une sensibilité profonde dans le pays. Euh, mais c'est frappant parce qu'à cet égard, moi, en effet, je me suis souvent dit, depuis quelques mois que en fait, j'avais pas vu de comportement, heu, je n'avais pas vu de comportement un peu similaire à celui de disons, d'une certaine intransigeance que je trouve tout à fait noble de la part du leadership iranien.
Ça me rappelait en fait moi je pensais immédiatement aux Algériens. Je trouve qu'il y a il y a Il y a quelque quelque chose chose de de semblable. Ah oui, ouais. c'est vrai. Hem, donc et je constate un truc, par exemple, le pouvoir grec, est vraiment, est, a depuis la crise notamment financière de 2007. Ah, je t'ai perdu à nouveau. Ben oui. Ah, te voilà. Ah non, tu es ressorti. Je crois que c'est une connexion, mon ami. Mmh. Tu peux revenir? C'est du morse. C'est du mort. On va y arriver. Attends 2 secondes. Je veux virer ceci. Voilà. On va y arriver. On va finir très rapidement. Donc en gros, ce que j'étais en train de dire, c'est que le pouvoir grec a plein d'accords avec Israël, notamment, l'accès de la Crète, à la marine, aux Américains et aux Israéliens. Mais le peuple grec est complètement pro-palestinien. D'une manière, je ne connais pas d'autres villes européennes où il y ait autant dans la rue, à chaque coin de rue, on voit dans les graffitis, dans les conversations, que tout le monde soutient les Palestiniens. C'est très, très frappant. Mais parce qu'il y a Heu, une question fondamentale en Grèce, c'est que la Grèce est un peuple d'Orient. Mais on les a persuadés qu'ils étaient la matrice de l'Occident. C'est une erreur fondamentale qui a détruit la Grèce moderne, hein. C'est-à-dire, Alexandre le Grand, il n'a pas été en Occident, hein, il a été chercher son passé et son futur en Orient, parce qu'il est oriental, parce que les Grecs sont orientaux. D'ailleurs, Istanbul est beaucoup plus occidental que la Grèce, enfin, je veux dire, Mmh. et ça, c'est une erreur que payent les Grecs et qui explique ouais, mais c'est ouais. mes amis, Razaouis ou palestiniens en général me rappellent que, on leur apprend, qu'ils viennent de Crète. Ah Ce que j'adore. intéressant. Ouais, 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 il y ça a un lien. Pardon? dans une idée à penser. Important. L'analyse des gènes de l'ADN, oui, nous permet de savoir d'où on vient maintenant. On est Ouais, au-delà des mythes. exactement. Bon, dernière question, avant de nous quitter pour cette, interview, qu'on on va remettre le couvert très bientôt, mon cher, parce que tu as comment dire? Tu as des, Je suis un bon client. tu en as un excellent client, un excellent client. Hem, Ça, c'est l'idée, ça. non, écoute, non, j'ai une autre question. Je viens de recevoir il y a quelques jours, hem, 2, personnes qui ont coécrit un livre sur le déni pervers, ce qu'on appelle en anglais le gaslighting, et un des chapitres, de ce livre est consacré au fait que Emmanuel Macron, quand il, arrive à l'Élysée et ensuite quand il se présente à la présidence, prétend qu'il n'a pas eu de bonus pour le deal, Nestlé-Pfizer, dont il a été l'architecte. Or, ça ne tient pas debout. Et donc personne ne sait, où est passé, en tout cas, on prétend à l'Élysée que qu'il n'y a pas eu d'émolument pour ce deal. Et la thèse de mes 2 camarades, Marc Joly et Christian Salvestre, qui est l'un est sociologue qui a qui a fait sa thèse sur le déni pervers et la perversion narcissique. L'autre, qui est un journaliste
économiques spécialisés dans l'évasion fiscale. Leur thèse, que je trouve assez convaincante, c'est qu'en fait, le système Rothschild, qui est constitué de plus de 100 entités différentes à travers le monde, permet à ceux qui passent par là de bénéficier d'émoluments qui vont dans des paradis fiscaux, et que donc pour ne pas, pour ne pas trahir sa corporation, Macron fait comme si de rien n'était, mais que ça ne tient pas debout. Quel est ton sentiment et quelle est ton explication en tant qu'ancien banquier d'affaires? D'abord, en tant que banquier, j'ai décidé de ne pas gagner d'argent parce que l'argent est plus fort que Dieu. L'argent est au-dessus de tout, y compris de ceux qui croient en Dieu, hein. Parce qu'après, il y a toujours les accommodements dits raisonnables selon les Canadiens, mais qui sont des accommodements irraisonnables. Et dans le cas Macron, il y a un cas de figure encore plus intéressant. C'était son conflit d'intérêts dans l'affaire du Monde. Il a été théoriquement le conseil de la Société des rédacteurs. Or, le conflit d'intérêts consiste à garder les secrets de ses clients. Je dirais pas d'avocat d'affaires et de banquier d'affaires si on ne gère pas le conflit d'intérêts. Or, il donnait tous les secrets à la partie adverse, le tout dirigé par Alain Minc, qui était un de ses sponsors avec Jacques Attali. Donc, c'est fini, on n'est plus dans la profession. Là, on est au-delà de la perversion. On est dans la liquidation du période antérieure, qui était la séparation des pouvoirs, etc. Il a montré par la privatisation, entre guillemets, du monde, par la perversion du monde, que c'était fini, quoi, que cette période était résolue et que c'était un acteur de l'industrialisation, on va dire, de la perversion de la prise de décision dans le monde. Donc, j'ai eu à discuter avec lui pendant 3 heures. Euh, J'en ai vraiment retiré une impression assez étonnante. Je devais le voir un quart d'heure, hein. Je suis resté 3 heures avec lui. C'était quand ça? C'était juste avant son élection. Il voulait préparer son voyage en Algérie. On a parlé de choses et d'autres, hein. Et j'ai vu que c'était un pur produit. C'était vraiment un produit. Ce n'était pas un acteur. Ce n'était pas un créateur. Ce n'était qu'un produit d'autres créateurs. J'ai bien vu, je veux dire, moi je l'ai comparé à une savonnette, quoi. Une savonnette. Écoute, c'est une excellente, c'est parfait, on va conclure là-dessus puisque je ne sais pas si tu sais, à mon avis, tu ne sais pas, mais moi qui ai dans ma jeunesse vendu du hashish pour financer du rap, figure-toi, une savonnette, c'est le terme d'argot pour parler de 250 grammes de shit. Donc, Voilà. Dans ce cas-là, c'est shit dans sa compréhension anglaise, voilà. exactement, bien sûr. Bon, écoute, mon ami, un régal comme d'habitude. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais faire en sorte qu'au montage, on coupe ce qui doit l'être, et surtout, on va faire en sorte que tu reviennes incessamment parce Pas de que problème. tu es une mine Mais oui, c'est sympa à de... toi. C'est C'est gentil c'est de dire parfait. ça. C'est Bon, parfait. Non, bah, ça écoute, vient du ça cœur. m'a fait plaisir Alors de te attends, voir. je vais, attends, je dis au revoir, à nos amis et puis on va À se bientôt. on va débriefer, très très rapidement.